Salut, et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous présenter les règles de Warhammer Age of Sigmar. Dans cette vidéo, nous allons aborder les différentes mécaniques et les différentes thématiques globales afin de vous présenter le déroulement d'un tour de jeu complet entre vous et de votre adversaire, et en abordant également les différentes mécaniques qui vous permettront de comprendre plus facilement les différentes subtilités du jeu. Avant d'aborder la présentation des différentes phases qui composent un tour de jeu à Warhammer Age of Sigmar, sachez que nous vous avons également préparé une petite cheat sheet ou mémo que vous pouvez télécharger en description de la vidéo juste en dessous et que vous pourrez imprimer, auquel vous pourrez vous reporter facilement pendant votre partie afin d'être sûr de ne rien oublier à chaque phase. L'organisation de la feuille est assez simple. Sur la partie gauche, vous allez avoir les différentes phases qui composent un tour de jeu, et en vous décalant vers la droite, vous aurez les sous-parties qui expliqueront chacune de ces phases pas à pas. En plus de ça, vous trouverez une explication claire et exhaustive des différentes aptitudes particulières que vous serez amené à rencontrer régulièrement dans Warhammer Age of Sigmar. Vous y trouverez également l'ensemble des règles de décor et paysages si vous souhaitez jouer avec ces derniers, ainsi qu'une description détaillée des différentes aptitudes de commandement à jour, mais également des sorts génériques utilisables pendant votre partie. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aidera, vous ou vos amis, à vous lancer dans Warhammer Age of Sigmar, mais que ce petit mémo vous sera également utile. Je souhaitais également remercier infiniment Matt et Thomas qui m'ont aidé à la rédaction et à la mise en forme de ce document. J'espère en tout cas que tout ça vous plaira. Si c'est le cas, je vous invite à partager ce document afin de faciliter l'entrée en jeu de vos amis pour n'absolument rien oublier. Et on passe tout de suite à l'explication des règles. Lorsque vous préparez une partie dans Age of Sigmar, il faut d'abord déterminer les armées qui s'affrontent. Dans le cadre de cet exemple, Lady Olinder et Dishenrasp vont affronter le Loon King et une unité de Squigard. Vous devrez aussi choisir le scénario sur lequel s'affrontent les deux armées. Vous pouvez créer ce scénario vous-même, ou bien choisir un des nombreux scénarios disponibles dans les livres de Games Workshop. Chaque scénario possède ses conditions de victoire, mais dans le cadre de cet exercice, nous allons vous montrer les phases du jeu. Dans cette vidéo, il n'y aura donc aucun scénario qui va être utilisé. Retenez bien cependant que vous avez besoin d'établir un scénario pour votre partie afin d'avoir des conditions de victoire. Une fois le scénario et les armées choisis, posez des décors sur la table afin d'obtenir un champ de bataille comme vous le souhaitez et tirez au dé les règles de décor. Vous retrouverez dans le manuel du général de l'année en cours les règles de décor qu'il vous faut afin de les appliquer. Notez bien que cette étape est facultative et si vous estimez que cela fait trop de règles pour vos premières parties de Age of Sigmar, passez cette étape de détermination des règles de décor. Une fois que votre champ de bataille est prêt pour votre partie, vous allez procéder au déploiement de vos armées. Tout d'abord, vous et votre adversaire devez jeter un dé. Celui qui remporte ce jet choisit quel joueur est le joueur A et quel joueur est le joueur B. Le joueur A choisit sur quel territoire il veut se déployer et le joueur B commence à déployer sa première unité. Cette unité devrait être placée selon la restriction du scénario, donc de manière générale entièrement dans le territoire et à une certaine distance minimale du territoire de l'adversaire. Et chaque unité déployée doit respecter sa cohésion, c'est-à-dire que lorsque vous déployez une unité avec plusieurs figurines, les figurines composant cette unité doivent être à moins d'1 pouce de au moins une figurine comportant cette unité. On appelle cela maintenir la cohésion d'unité. Une fois la première pause effectuée, le joueur A effectue une pause d'unité à son tour. On continue ainsi joueur après joueur jusqu'à ce que toutes les unités soient posées sur la table. Le joueur qui a fini de poser ses unités en premier choisira lequel des deux joueurs va commencer la partie. Notez bien que certaines règles du jeu vous permettent de poser plus d'unités à la fois sur le champ de bataille, tandis que d'autres vont vous permettre de mettre vos unités en réserve, c'est-à-dire que vous les placez sur le côté. Elles ne seront pas présentes sur la table au début de la partie, et vous pourrez les déployer sur le champ de bataille au cours de celle-ci. Maintenant que vous savez comment préparer une partie sur Age of Sigmar, nous allons voir dans l'ordre comment se passent les différentes phases au sein d'un tour dans Age of Sigmar. Tout d'abord, la phase de héros, puis la phase de mouvement, la phase de tir, la phase de charge, la phase de combat et la phase de déroute. Notez bien que certaines phases sont plus importantes et plus difficiles que d'autres à comprendre. Si vous êtes un joueur débutant et que vous avez du mal à comprendre toutes les règles de Age of Sigmar, ou bien que vous êtes un père de famille cherchant à initier ses enfants à Warhammer, je vous conseille dans un premier temps de vous concentrer principalement sur les phases de mouvement, les phases de charge et les phases de combat. Ces phases sont suffisantes pour une première partie d'initiation dans Age of Sigmar. Donc, n'hésitez pas à utiliser le timecode présent sur la vidéo afin d'aller directement vers les phases qui vous intéressent le plus. À la phase d'héros de chaque joueur, s'il y a des héros ou des sorciers dans son armée, le joueur en question pourra utiliser respectivement des aptitudes de commandement ou lancer des sorts.
Vous recevez un point de commandement au début de chacune de vos phases de héros, et vous pouvez dépenser ce point de commandement afin d'activer une des aptitudes de commandement que connaît votre héros. Toutes les armées sont menées par un général, un personnage héroïque à qui échoit le commandement des guerriers, des machines de guerre et des monstres de l'armée. Au début de chaque bataille, vous devez désigner un général parmi les figurines de votre armée, et normalement, ce rôle revient à l'un des héros constituant votre armée. Certaines unités ont le mot-clé sorcier sur leur charte d'unité. Un sorcier peut vous servir à lancer des sorts à votre phase de héros, ou bien dissiper les sorts à la phase de héros adverse. Pour lancer un sort, dites d'abord quel sort le sorcier va tenter de lancer parmi ceux qu'il connaît, puis jetez 2d6. Si le total est supérieur ou égal à la valeur de lancement du sort, le sort est lancé avec succès. Si un sort est lancé, le joueur adverse peut choisir un de ses sorciers se trouvant à 30 pouces ou moins du lanceur, pour qu'il tente de dissiper le sort, avant que les effets ne soient appliqués. Pour dissiper un sort, jetez 2d6. Si ce jet est supérieur au jet qui a permis de lancer le sort échoue. Notez bien que même si vous possédez plusieurs dissipations, vous ne pouvez tenter qu'une seule fois de dissiper un sort par tour. Dans notre exemple, le Loon King va tenter de lancer son sort personnel, Shipper. On lance 2d6. On obtient un total de 7, auquel on ajoute un bonus de plus 1, car le Loon King possède une aptitude qui permet d'augmenter de 1 la valeur de lancement de ses sorts. Lady Olinder étant elle aussi un sorcier, elle va tenter de dissiper le sort. Elle lance donc 2d6. Ici, Lady Olinder obtient un total de 4 à son jet de dissipation. La dissipation est donc un échec, et les effets du sort s'appliquent normalement. Pour résoudre les effets de ce sort, on choisit une unité ennemie à 18 pouces ou moins et visible du Loon King. Cette unité va subir des 3 blessures mortelles. Ici, le joueur Blue Spite choisit de cibler les Shenrasp. On lance donc le dé, on obtient 6, les Shenrasp vont subir 3 blessures mortelles. À noter que les blessures mortelles sont une catégorie de blessures qui ne peuvent pas être sauvegardées par l'adversaire. Lorsque vous subissez des blessures mortelles, celles-ci vous sont infligées automatiquement et vous ne pouvez les annuler si et seulement si vous possédez dans vos règles une aptitude vous permettant de les ignorer sur un jet de dé précis. Et il s'avère que c'est le cas pour les Shenrasp qui peuvent annuler les blessures mortelles subies sur un 6+. On lance donc 3 dés, 1 dé par blessure subie, on obtient 6, 5 et 1. Une des 3 blessures est annulée, il n'y a donc plus que 2 blessures à allouer à l'unité, on retire donc de l'unité 2 Shenrasp. Concernant les aptitudes de commandement, leurs applications sont nombreuses et toutes ne s'utilisent pas à la phase de héros. Néanmoins, s'il y a des héros dans votre armée, vous pouvez utiliser des aptitudes de commandement. Certaines sont communes à toutes les armées, comme les 3 aptitudes de commandement génériques au pas de course, qui permet de faire un jet de course à 6 automatiquement, l'aptitude de commandement en avant pour la victoire, qui permet de relancer un jet de charge, et l'aptitude de commandement présence exaltante, qui permet de ne pas avoir à effectuer un jet de déroute avec une unité ciblée. D'autres aptitudes de commandement sont propres aux figurines et apparaissent sur leur charte d'unité, tandis que d'autres ne peuvent être utilisées que si la figurine en question est votre général. Tout cela sera indiqué dans les règles de l'aptitude. En principe, une aptitude de commandement précise quand est-ce qu'elle doit être utilisée. Si ce n'est pas le cas, vous devez l'utiliser pendant votre phase de héros. Si jamais vous décidez de ne pas utiliser de points de commandement pendant un tour, les points de commandement qui ne sont pas dépensés peuvent être utilisés lors d'un tour ultérieur. Le joueur dont c'est le tour peut déplacer n'importe quel nombre de ses unités à la phase de mouvement. Pour rappel, chaque unité a une caractéristique de mouvement indiquée sur son profil. Il s'agit de la distance maximum que l'unité peut parcourir. Chaque figurine de cette unité peut être déplacée jusqu'à cette distance dans n'importe quelle direction, et une fois toutes les figurines d'une unité déplacées, celle-ci doit maintenir sa cohésion de moins d'1 pouce. Pour mesurer les distances, partez du socle de la figurine. Les figurines d'une unité ne peuvent pas se déplacer à 3 pouces ou moins d'une unité adverse, ou bien se déplacer à travers d'autres figurines, à moins que celle-ci puisse voler. Dans le cas où une unité vole, alors celle-ci peut se déplacer en ignorant les décors ainsi que les figurines sur la table. Néanmoins, elle doit, à la fin de son mouvement, respecter la distance minimale de 3 pouces entre elle et une unité ennemie. Si vous décidez de déplacer une unité qui est à moins de 3 pouces d'une unité adverse, on dit aussi qu'elle est engagée au corps à corps. Alors, le mouvement est un repli. Lors d'un repli, l'unité doit terminer son mouvement à plus de 3 pouces de toute unité adverse, ou alors le repli est impossible. Si une unité se replie, elle ne peut pas tirer ou charger lors de ce tour. Une unité qui se déplace peut choisir de courir. Dans ce cas, jetez un dé et ajoutez le résultat à la caractéristique de mouvement de l'unité. Si l'unité court, elle ne peut pas tirer ou charger lors de ce tour.
Lors du tour du joueur Gloomspite, l'unité de Squiggle se déplace, celle-ci possède une caractéristique de mouvement de 5 pouces. Elle pourra donc se déplacer au maximum de 5 pouces. Une fois l'unité déplacée, le Loon King se déplace à son tour, pour une caractéristique de mouvement de 4 pouces. Souhaitant effectuer une charge à ce tour avec une unité de Squiggle et voulant faire l'usage de l'arme de tir du Loon King, aucune des unités de l'arme Gloomspite ne va courir pendant ce tour. Ensuite, on vérifie que les unités qui ont plusieurs figurines respectent bien leur cohésion d'unité. Le joueur dont c'est le tour peut faire tirer n'importe laquelle de ces unités équipées d'armes à projectiles lors de la phase de tir. Pour ce faire, choisissez une cible se trouvant à une distance inférieure ou égale à la caractéristique portée de l'arme à projectile du tireur et effectuez un nombre d'attaques égal à la caractéristique attaque de l'arme. Pour mesurer les distances, partez du socle de la figurine et mesurez jusqu'à la figurine la plus proche de l'unité ennemie visée. Pour effectuer un tir, l'unité qui tire doit posséder la ligne de vue. Dans Age of Sigmar, les lignes de vue sont dites réelles. C'est-à-dire que pour vérifier la ligne de vue, vous vous mettez au niveau de la figurine qui tire et devez vérifier si l'unité en question est visible ou non de cette figurine. Si aucune de vos unités n'a d'arme à projectile, ou s'il n'y a pas de cible à portée, sautez la phase de tir et passez directement à la phase de charge. Dans notre exemple, le Loon King cible l'Ediolinder avec sa brochette de lune, une arme avec une portée de 28 pouces. La portée étant suffisante pour attaquer l'Ediolinder, on lance donc 6 dés avec une valeur de touche à 3+. On va donc obtenir 3, 4, 5 ou 6 pour toucher l'Ediolinder. Pour chaque attaque qui touche, on va lancer un jet de blessure. La brochette de lune possède une caractéristique de blessure de 3+. On doit donc à nouveau faire 3, 4, 5 ou 6 pour blesser. Pour chaque blessure qui réussit, l'adversaire doit faire un jet de sauvegarde. Dans ce cas de figure, l'Ediolinder doit effectuer 3 sauvegardes et elle possède l'aptitude éthérée qui permet d'ignorer les modificateurs à la sauvegarde. Elle lance donc 3 dés pour une sauvegarde à 4+, et on obtient 4, 5 et 5. L'Ediolinder réussit donc toutes ses sauvegardes et ne subit aucun dégât. La phase de tir s'arrête ici, car il n'y a aucune autre unité Gloomspite avec une arme de tir. Le joueur dont c'est le tour peut tenter d'effectuer un mouvement de charge avec n'importe laquelle de ces unités. Notez qu'une unité doit être à 12 pouces ou moins et à plus de 3 pouces de l'ennemi pour être éligible à une charge. Pour charger, choisissez une de vos unités et jetez 2 dés à 6 faces en additionnant les résultats. L'unité peut se déplacer d'autant de pouces que le jet. Si l'unité ne peut pas arriver à un demi-pouce ou moins d'une unité ennemie avec cette valeur de mouvement, la charge échoue et elle ne peut pas se déplacer à ce tour. L'unité de Squiggle jette donc 2 dés et obtient un total de 6. L'unité peut se déplacer jusqu'à 6 pouces en direction de l'Ediolinder. L'Ediolinder se situant à 5 pouces, cette distance est suffisante pour arriver à un demi-pouce ou moins. La charge est donc un succès. Pendant la phase de combat, les unités s'affrontent au corps à corps afin de terrasser leurs adversaires. Les joueurs choisissent tour à tour des unités pour les faire combattre en commençant par le joueur dont c'est le tour. Quand une unité combat, elle effectue d'abord un mouvement d'engagement, puis elle attaque. Quand une unité engage, chacune de ces figurines peut se déplacer de jusqu'à 3 pas vers la figurine ennemie la plus proche. Le joueur Gloomspite choisit donc une unité avec laquelle attaquer car c'est son tour. Il choisit donc d'activer l'unité de Squiggle et ainsi il effectue un mouvement d'engagement afin d'encercler l'Ediolinder. Après avoir engagé, les figurines attaquent avec leurs armes de mêlée. Le nombre d'attaques est égal à la caractéristique d'attaque des armes à portée d'une figurine ennemie. Pour chaque attaque, on effectue un jet de touche. Pour chaque jet de touche réussi, on effectue un jet de blessure. En cas de jet de blessure réussi, l'ennemi effectue un jet de sauvegarde. Les Squiggers sont armés de gueules garnies de crocs à 2 attaques chacune. La caractéristique de jet de touche est de 4+, il faut donc faire 4, 5 ou 6 pour réussir. Pour chaque attaque qui touche, on va jeter un autre dé pour voir si la cible est endommagée par l'attaque. Une gueule garnie de crocs a une caractéristique de blessure de 3+, il faut donc faire 3, 4, 5 ou 6 pour réussir à blesser l'unité ennemie. Chaque fois qu'une gueule garnie de crocs blesse un adversaire, l'unité attaquée peut tenter d'annuler les dégâts en effectuant un jet de sauvegarde. Pour chaque sauvegarde ratée, l'unité adverse subit les dégâts de l'attaque indiqués sur le profil de l'arme. Ici, pour chaque sauvegarde ratée, l'Ediolinder subira donc un dégât. À présent que le joueur Gloomspite a effectué son activation, c'est au tour du joueur Nightdawn de contre-attaquer en activant l'Ediolinder. L'Ediolinder est une unité avec plusieurs profils d'armes. On va donc attaquer avec ces profils d'armes les uns après les autres, en commençant dans l'ordre par les griffes spectrales. Le profil des griffes spectrales possède 6 attaques, on lance donc 6 dés pour une valeur de touche à 4+. On obtient en tant que réussite un 6 et un 5, on effectue donc 2 jets de blessure qui échouent. À partir de là,
l'attaque est terminée car aucune blessure n'a réussi et donc aucun jet de sauvegarde n'est à effectuer pour l'adversaire. À présent que nous avons attaqué avec les griffes spectrales, Lady Olinder va attaquer avec son bâton de minuit. Le bâton de minuit est une arme à 3 attaques qui touche à 3+. On lance 3 dés, on obtient 6, 3 et 3. Tous les jets de touche sont donc réussis et on effectue immédiatement les jets de blessure. La valeur pour blesser de l'arme est de 3+, on a donc un échec pour 2 réussites. Le joueur adverse doit faire 2 sauvegardes. Néanmoins, la pénétration d'armure de cette arme est de -2. Les Squiggers ayant une valeur de sauvegarde à 6+, il faudrait réussir à faire un 6 avec le dé pour sauvegarder l'attaque. Le modificateur de -2 de l'arme d'Olinder rend cela impossible. On subit donc les dégâts immédiatement. L'arme de Lady Olinder est dégâts D3. On lance 2 D3 et on obtient un total de 4 dégâts. Les Squigs ayant 2 PV chacun, 2 Squigs sont tués suite à cette attaque et on les retire du champ de bataille. À présent que toutes les unités au corps à corps ont été activées, la phase de combat est terminée et on passe à la phase de déroute. Durant la phase de déroute, chaque joueur doit effectuer un test de déroute pour chacune de leurs unités qui a perdu une figurine ou plus à ce tour. Jetez un dé et ajoutez au résultat le nombre de figurines de l'unité qui ont été tuées à ce tour. Si le total est égal ou inférieur à la caractéristique de bravoure des figurines de l'unité, le test est réussi et il continue à se battre. Si le résultat est supérieur, le test est un échec et une figurine par point d'écart entre le résultat et la caractéristique de bravoure fuit la bataille. Retirez les figurines ensuite, elles comptent comme ayant été tuées. Dans cet exemple, 2 Squiggers ont été tués par la contre-attaque de Lady Olinder. On lance le dé et on effectue un 2, donc pour un total de 4. Les Squiggers ayant une bravoure de 3, un Squig supplémentaire fuit la bataille et il est compté comme ayant été tué. Les Shenrasp, quant à eux, ont une bravoure de 10. Sachant qu'on a eu 2 pertes, il est impossible avec un D6 plus 2 d'obtenir une valeur supérieure à 10. Donc, quel que soit le résultat du dé, on ne peut pas avoir de pertes à la déroute. Dans cet exemple, on ne va pas perdre du temps à jeter les dés, mais sachez que certaines armées et certains héros vont avoir des règles particulières qui vont s'activer en fonction de la valeur que vous faites avec votre jet de déroute. Donc par politesse, quand vous ne savez pas si votre adversaire a des règles spéciales contre les jets de déroute, jetez quand même votre dé, même si cela n'affecte pas votre unité à cette phase. Une fois la phase de déroute achevée, on arrive à la fin du tour. Lors de la fin du tour, il se passe plusieurs choses. Tout d'abord, on vérifie si l'un des deux joueurs peut marquer des points en consultant les conditions de scoring du scénario joué. Ensuite, si l'une des deux armées a des effets à résoudre durant la fin d'un tour, on les résout immédiatement. Une fois que chaque joueur a joué son tour, cela marque la fin du round. Il faut donc définir qui jouera en premier le prochain round de bataille. Les deux joueurs vont lancer un dé. Le joueur qui remporte ce jet, appelé jet d'initiative, choisit qui est le joueur qui va commencer le prochain round. En cas d'égalité sur le jet d'initiative, le joueur qui a commencé le round en cours choisira le joueur qui commencera le prochain round. Si des sorts persistants prédateurs sont présents sur la table, les joueurs vont les déplacer chacun leur tour en commençant par le joueur qui ne va pas démarrer le prochain round. S'il n'y a pas de sort persistant prédateur sur la table, alors le prochain round démarre immédiatement en commençant par la phase de héros du joueur qui commence le round. Voilà, c'est tout pour cette fois. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et à consulter et télécharger librement la feuille de référence des règles de Age of Sigmar disponible sous la vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut, salut!